fois. Merci d'être venu. On s'est dit que avant de vraiment plonger dans nos deux sujets qui sont les normes sociales liées au genre et aussi l'analyse de disparité de genre, c'est important que chacun on soit sur la même longueur d'onde sur certains termes clés qui sont utilisés aujourd'hui et aussi chaque fois qu'on discute les genres, qu'est-ce que c'est les genres, comme ça on est tous sur la même longueur d'onde. Donc, le premier terme, c'est le sexe. Et c'est un terme qui est assez souvent confondu et utilisé à tort de manière interchangeable avec les gens. Quand on parle de sexe, le sexe de quelqu'un, ça c'est un terme médical qui décrit une combinaison spécifique de chromosomes sexuels, d'équilibres hormonaux, d'organes reproducteurs internes et aussi des organes génitaux. Ça, c'est vraiment aussi les caractéristiques sexuelles secondaires. Dans le sexe, on peut voir ça vraiment quelque chose qui est assigné à la naissance et c'est quelque chose médical. On voit ça comme quelque chose défini par le médecin. Prochainement, on a aussi le terme genre. Et ça, c'est quelque chose, c'est un nombre de choses, c'est les rôles, c'est les responsabilités, certains attributs et aussi les droits sociaux, les droits qui sont socialement construits et culturellement définis. Et ça, c'est attribué à quelqu'un en fonction de leur sexe, qui est, comme j'ai dit tantôt, assigné normalement à la naissance de la personne. C'est aussi les relations de pouvoir entre et au sein des groupes sociaux. Donc, le sexe, c'est quelque chose de biologique, assigné normalement à la naissance, et les genres, c'est quelque chose qui est culturellement, socialement défini, et ça peut changer selon le contexte. On a aussi le terme intégration de la dimension de genre, et parfois, c'est tout simplement l'intégration de genre. Comme indiqué dans les diapos, l'intégration de la dimension de genre, ça fait référence à un processus, à plusieurs méthodologies ou stratégies par lesquelles on applique ces stratégies à plusieurs niveaux d'un cycle de programme. Donc, c'est-à-dire à la conception, la mise en œuvre et aussi suivi et évaluation. Et tout ça, c'est en vue de prendre en compte les considérations de genre et de compenser, voire dans certains cas, transformer les inégalités de genre. Donc, on veut vraiment, avec l'intégration de la dimension de genre, prendre en compte les différents besoins des femmes, des filles, des garçons et des hommes. Lors de la conception et de la mise en œuvre de programmes et de projets, dont l'objectif est normalement de traiter certaines questions liées aux santé, avec l'intégration de la dimension de genre, on essaie d'intégrer certains besoins et les réalités spécifiques des femmes et des hommes dans nos interventions. Donc, même si ça, c'est pas un objectif spécifique d'attaquer certaines causes profondes des inégalités, on veut toujours avoir une certaine élément et essayer d'intégrer cette dimension de genre. Et c'est tout autour de ça qu'on va parler aujourd'hui. Et avec ça, je passe les paroles à mon collègue Amadou. Merci beaucoup, Antonia, pour cette introduction qui me semble être très, très, très importante pour nous qui présentons, mais également pour tous ceux-là qui nous écoutent et qui nous suivent, pour mieux comprendre ce dont réellement nous allons parler. Donc, vous allez me permettre également de partager mon écran très rapidement et j'espère que tout le monde suit exactement. Vous avez mon écran. Nous allons donc parler, comme vient de le dire Antonia, de l'introduction aux normes sociales liées au genre. Quand on parle de normes sociales, de quoi parle-t-on exactement? Je partage là une photo que j'inviterai tout un chacun à bien regarder. Et malheureusement, vous ne pourrez pas directement répondre à cette question, mais ce serait bien que chacun de nous se pose la question en regardant cette photo, qu'est-ce que nous voyons concrètement et qu'est-ce que cette photo nous dit qui soit en lien avec les normes sociales. Évidemment, nous voyons un jeune garçon en train de faire la vaisselle et c'est à nous de voir qu'est-ce que cela nous dit concrètement. Quelle information nous pouvons tirer de cette image qui montre ce jeune garçon en train de faire la vaisselle. Je sais que nous sommes dans des sociétés
où il y a des normes sociales. Par exemple, nous le savons tous que c'est très souvent, ce sont les filles ou bien les femmes qui s'occupent de la vaisselle. C'est en tout cas ce que nous pensons tous, ou la plupart d'entre nous, c'est ce que nous avons chez nous comme des normes, étant une norme sociale. Mais pourquoi est-ce qu'on penserait qu'un garçon ne peut pas faire la vaisselle? Donc, en regardant cette image, vous avez une idée, en quelque sorte, de ce que pourrait être une norme sociale. Permettez-moi de vous partager une seconde image que vous allez juger vous-même. Il s'agit là du président, effectivement, du premier ministre, pardon, du Canada. Quand vous le regardez bien, cette image, il a sa main gauche sur son cœur et il fait face à deux dames qui sont voilées. Et qui parle de dames voilées, pour la plupart, ce qui peut sauter aux yeux, c'est qu'il s'agit de femmes musulmanes. Et nous le savons que dans la culture musulmane, dans la plupart des cas, les femmes ne serrent pas la main à un homme qui ne soit pas leur époux ou quelqu'un de très proche au niveau de la famille. Alors, quand ce Premier ministre salue ces femmes-là de cette façon, il va sans dire qu'il s'agit là d'une norme sociale qu'il est en train de respecter. Est-ce que vous avez la même compréhension que ce que je viens de dire? Si ce n'est pas le cas, vous pouvez toujours partager votre opinion dans le chat, comme l'a dit Antonia tout à l'heure. Alors, quand on parle de normes sociales, on parle de quoi concrètement? Comment vous allez définir les normes sociales? Il s'agit là des règles généralement qui sont informelles et très souvent ce sont des normes qui sont implicites et que la plupart des gens acceptent et ils respectent cela. Et réellement, c'est des choses que la société attend de nous. Et elles sont en quelque sorte, elles sont produites et reproduites par l'interaction sociale quotidienne dans nos différentes communautés. Et très souvent, ces normes sociales aussi peuvent être quelque chose d'inapplicable parce qu'elles sont tellement enracinées dans notre culture. Et de ce fait, de nombreuses personnes les acceptent souvent comme des vérités, même si en réalité, elles n'y croient pas. Donc, regarde, ce sont aussi des faits qui sont influencés par des systèmes, par des attitudes, des convictions personnelles. D'accord? La perception que les autres attendent et font, et parfois la perception même de récompense ou de sanctions. Il y a certaines choses, quand nous le respectons, il y a ces normes, quand nous respectons ces normes-là, nous avons tendance à attendre une certaine appréciation de la part de nos semblables, de la part de notre société. Et il y a certaines normes sociales qui sont connues. Quand vous ne le faites pas ou quand vous êtes à l'encontre de ces normes-là, vous, vous êtes face à une sorte de sanction qui est collective venant de la société, qui vous juge d'une certaine manière. Et comme je le disais tantôt, c'est quelque chose qui est très, très, très ancré dans nos sociétés et parfois on le perpétue de façon inconsciente. C'est tellement ancré dans nos habitudes, c'est tellement ancré dans la façon dont nous agissons que le plus souvent, nous n'arrivons pas parfois à ressentir ce qu'elles sont réellement. Et parce qu'elles sont produites, reproduites, et il y a par exemple dans le code de travail qui stipule par exemple qu'une femme qui est salariée, d'accord, à un moment donné, quand elle est en état de famille, elle doit suspendre son contrat de travail et pour certains, ça va être 3 mois, pour d'autres, c'est beaucoup plus que ça. Mais chez les hommes, quand vous regardez, l'homme n'a pas ce droit-là. Dans beaucoup de pays, dans la plupart des pays, l'homme n'a pas ce droit de prendre un congé de paternité. Par contre,
La femme, elle, elle peut prendre un congé de maternité parce qu'on estime que c'est elle qui conçoit le bébé et qu'en réalité, elle a besoin de repos. Ça, ce sont des normes sociales aussi, mais nous voyons souvent qu'il n'existe pas de loi ou de mention du droit des pères pour un congé de paternité, comme je viens de le dire, alors que chez la maman, cela existe. Ce n'est qu'un exemple. Il peut y en avoir beaucoup d'autres, comme par exemple, les hommes et les femmes n'ont pas la même responsabilité à l'égard des enfants à la suite, par exemple, d'un divorce. Dans certaines sociétés, d'office, on dirait que c'est l'homme qui doit automatiquement avoir la garde de l'enfant à partir d'un certain âge. Pour certains, ça doit être 7 ans, pour d'autres peut-être un peu plus. Et d'autres disent carrément que c'est la femme qui peut garder, qui peut avoir la garde exclusive de l'enfant. Mais nous le savons tous, pour la plupart des cas, ce sont les hommes qui ont la garde exclusive des enfants à partir de 7 ans, donc dans certaines sociétés. Et à titre d'exemple aussi, vous pouvez voir que dans plusieurs pays, les lois existantes ne protègent pas les droits, par exemple, des personnes LGBT. Dans les pays où cela existe, on le voit. Et même dans les pays où cela n'est pas encore totalement connu ou reconnu, il est évident que le simple fait de parler de ce sujet-là peut susciter des réactions qui montrent clairement qu'il s'agit là euh, de normes sociales qui sont profondément ancrées. Et quand nous regardons ce que les membres, par exemple, d'un groupe croient être un comportement typique dans une société où il y a un certain nombre de personnes, un grand nombre de personnes, un groupe croit être un comportement qui est typique par rapport à ce que les gens font et qui soit approprié, ce que les autres attendent de moi. En réalité, c'est ça les normes sociales. Ce que les membres de ma communauté, ce que les membres de la société dans laquelle je vis croient être un comportement qui soit le comportement typique de quelqu'un de ma communauté. Et ce que les autres réellement font dans ce sens-là et qui soit approprié. Et ce que les autres attendent de moi. C'est en réalité, c'est en cela qu'on parle normes, de normes sociales. Mais il y a beaucoup d'autres exemples, comme ceux que je viens de donner. Et si vous avez des exemples, vous pouvez toujours partager dans le chat, parce que je suis sûr que la plupart d'entre nous ici ont déjà entendu parler de normes sociales ou ont eu une quelconque expérience sur ce sujet-là. Donc, il faut savoir aussi que les normes sociales sont différentes et les attitudes des convictions personnelles ou individuelles. Maintenant, parlons des normes sociales liées au genre. On a parlé de normes sociales de façon globale. Maintenant, nous allons parler de normes sociales liées au genre. Présenter les normes sociales liées au genre et la différence entre... Parfois, elles sont également appelées des normes liées au genre, tout simplement. On enlève le mot social, on dit tout simplement que ce sont des normes qui sont liées au genre ou les normes de genre. Et il faut savoir aussi que les attentes et les règles perçues quant à la façon dont une personne doit se comporter en fonction de son sexe biologique et des perceptions sociales basées sur le genre. Donc, c'est de ça que je parlais, les attentes et les règles perçues quant à la façon dont une personne doit se comporter. Et ces normes-là sont apprises et renforcées dès l'enfance, depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte. Il s'agit de la manière dont les hommes, par exemple, les garçons, les femmes, les filles et les personnes d'autres identités sexuelles sont censés penser, la façon dont ils sont censés agir, sont censés se comporter et exister au sein de nos communautés. Quand on parle de normes liées au genre, ce sont des normes qui sont apprises et renforcées depuis l'enfance, comme je le disais tantôt, et les interactions sociales peuvent se faire par l'intermédiaire, par exemple, des médias, des religions. Quand nous sommes
nous sommes dans une communauté, les coutumes, la façon dont nous sommes éduqués dans cette communauté-là, la religion que nous pratiquons, les messages de la télévision ou même parfois de la radio auxquels nous sommes exposés, et la culture à laquelle nous sommes exposés, ce sont ces éléments-là qui peuvent en quelque sorte avoir un impact sur la personne et c'est ce qui peut expliquer ou déterminer euh, les normes sociales qui soient liées au genre, indépendamment de l'endroit ou de la communauté dans laquelle la personne elle vit. De ce fait, de nombreuses personnes acceptent souvent des vérités et ne les remettent pas en question, ne remettent pas du tout en question leurs fondements ou leurs objectifs, ni ne demandent si elles améliorent ou entravent la société dans son ensemble. À présent, quelle est la différence entre normes sociales et normes liées au genre? C'est quoi concrètement la différence? Je suis sûr qu'à travers les explications que je viens de donner et de ce que vous avez déjà eu ailleurs, vous avez une idée de ce que c'est. Et là encore, vous pouvez toujours partager vos opinions ou la façon dont vous le voyez dans le chat pour donner votre expérience sur la question. Alors, les normes sociales, elles régissent le comportement global dans une société, tandis que les normes liées au genre définissent les attentes spécifiques basées sur le genre de la personne. Les normes sociales englobent la vie quotidienne, tandis que les normes liées au genre se concentrent sur des comportements associés au rôle masculin et féminin. Qu'est-ce qu'on attend des femmes dans telle société? Qu'est-ce qu'on attend des hommes? Il y a souvent des comportements ou des choses qu'on attend qui soient attribuées aux femmes, des choses qui soient attribuées aux hommes, et cela est connu et que c'est quelque chose comme un héritage. On ne pose pas de questions, on ne se pose pas la question de savoir pourquoi ce sont les femmes seulement qui font telle chose ou ce sont les hommes seulement qui font telle autre chose, mais c'est devenu une norme, de telle sorte que le simple fait de poser la question là-dessus parfois peut susciter des réactions dans la société. Donc, liées au genre, bien que les normes liées au genre soient intégrées aux normes sociales, elles contribuent également à la définition des rôles de genre et peuvent renforcer les inégalités de genre. À présent, parlons de l'importance des normes dans la mise en œuvre des programmes de CSC et de développement. En quoi ces normes sont importantes dans les programmes de changement social de comportement et de développement que nous mettons le plus souvent en œuvre. Les normes sociales liées au genre. Vous regardez avec moi, disons, la barre qui est en haut. Nous voyons, par exemple, l'éducation des filles. Regardons l'application de ces normes et nous allons ensemble voir comment est-ce que cette diapositive montre sous une forme plus linéaire comment les normes influencent les comportements euh, en fonction, disons, en fait, comment les mêmes normes peuvent influencer une gamme de résultats comportementaux ou bien les effets intermédiaires. Et c'est ce qui aura également des conséquences soit positives ou des conséquences négatives sur les résultats en matière de santé. Quand nous voyons l'éducation des filles au niveau de la formation de la famille, la violence basée sur le genre, d'accord, les idéologies masculines, l'autorité, le fait que nous vivons dans des sociétés qui sont patriarcales, d'accord, les préférences pour les fils et la paternité même, l'appartenance
des membres de la famille. Nous savons tous que les membres de la famille, dans la plupart de nos sociétés, appartiennent à l'homme, ce n'est pas à la femme, etc. Il y a plus, beaucoup d'autres. Les idéologies féministes, par exemple, quand on parle de pureté, on parle de chasteté ou on parle d'obéissance. Excusez-moi, là c'est, c'est obéissance, mais il y a eu une erreur de frappe certainement. Ou quand on parle d'humilité et l'hierarchie de pouvoir liée au groupe social. Donc, je vous donne un exemple, réflexion sur les pratiques néfastes. Par exemple, quand je prends l'excision, on parle là de violence basée sur le genre. L'excision, les idéologies masculines et féminines, telles que l'idée qu'une femme doit être pure et chaste, ainsi que les perspectives de la communauté sur la valeur des filles qui sont nées non excisées. Dans la plupart de nos sociétés, quand une fille n'a pas été excisée, on considère que c'est une excusez-moi du terme, mais c'est une dévergondée. C'est une femme qui n'est pas pure, c'est une femme qui va être accro au sexe et qui ne pourra pas se maîtriser face aux hommes. C'est une idée qui est reçue et qui est en quelque sorte éparpillée dans toutes nos sociétés, dans la plupart, pardon, de nos sociétés. Et donc, on dit souvent que les filles non excisées, cela influenceront la décision d'un parent. Quand un parent a un enfant ou une enfant qui n'est pas excisé, dans la plupart de nos sociétés, c'est très compliqué de lui trouver un mari. Et donc, les parents chercheront certainement à protéger cet enfant de cette pratique néfaste pour ceux-là qui connaissent, ou au contraire, de lui faire subir cette procédure-là pour une sorte de validation. Parce que quand la petite fille n'est pas excisée, pour la plupart des cas, on considère qu'elle n'est pas valide. Donc, le plus souvent, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle dans la plupart de nos communautés, cela tend à changer un tout petit peu dans certaines sociétés avec les sensibilisations, les différents programmes de changement social de comportement qui se font. Nous voyons qu'il y a quand même quelques changements, mais on continue d'organiser, par exemple, des cérémonies pour magnifier cet acte-là. C'est pour, en quelque sorte, recueillir une sorte de validation de la communauté, que la communauté reconnaisse qu'effectivement, cette fille-là est passée par le rituel qui la valide en tant que femme. Et nous savons que si cet acte-là, là nous allons rester toujours sur l'exemple de l'excision, si une fille subit cette excision-là, indépendamment du type d'excision qu'elle va subir, il va y avoir forcément des conséquences le plus souvent dangereuses dans sa vie sexuelle future. Cela peut aussi se manifester même au niveau, ça peut avoir des complications dans l'avenir et au niveau, ça peut être des complications au niveau de l'accouchement. On peut avoir des difficultés en matière même de satisfaction sexuelle et ça peut avoir une véritable gêne avec son mari. Une femme qui aura subi des séquelles de l'excision peut avoir des difficultés à satisfaire son mari ou même à avoir elle-même le plaisir qui est recherché dans un rapport charnel. Donc, cela peut avoir une conséquence psychologique sur la femme et orienter de façon négative beaucoup de ses agissements ou comportements. Et le plus souvent, c'est des choses qui ne se voient pas parce que c'est quelque chose qui est encore considéré comme tabou. Mais il y a beaucoup de nos sœurs, de nos femmes, de nos mères qui souffrent comme ça en silence. Et cela est dû à une norme sociale qui est perpétuée et, qui peut avoir de conséquences désastreuses. Quand nous prenons des effets intermédiaires, j'en ai parlé de quelques-uns, qui soient par exemple au niveau santé, mais il y a aussi, par exemple, la division du travail au sein du ménage, la participation des femmes à la prise de décision communautaire. Nous avons effectivement les effets
des normes sociales peuvent se sentir à ce niveau. La communication, la prise de décision, nous savons que la plupart, même quand les femmes sont, disons, à un niveau où elles ont réellement le pouvoir de, de donner, de prendre des bonnes décisions, où elles ont, même en termes de proposition, quand elles n'ont pas la parole, elles ne doivent pas avoir la parole. Dans ce cas, elles risquent on les prive de partager et du coup, cela peut avoir un effet sur la communauté parce euh, on aura privé toute une communauté d'un esprit qui soit vraiment d'une opinion qui soit la plus importante, d'une proposition qui aurait pu aider toute une communauté. Tout simplement par le fait que ce soit une femme, on lui dit qu'elle n'a pas la parole. Dans certaines communautés, par exemple, les garçons, je donne cet exemple-là, les garçons, surtout ceux qui sont les aînés dans une famille, surtout quand ce sont des garçons, à cause des idéologies masculines, ils ont la responsabilité de subvenir aux besoins de tous les membres de la famille. Et c'est une norme sociale qui est très ancrée par endroit et qui pousse beaucoup d'adolescents à abandonner l'école très tôt pour se consacrer à des activités censées être lucratives. Et la plupart d'entre eux empruntent le chemin de l'aventure avant même d'atteindre l'âge de la majorité. Et ceux qui n'arrivent pas à accomplir cette mission-là, je l'appelle mission parce que c'est ce qu'on leur a attribué. Quand ils n'arrivent pas à accomplir cette mission, ils sont considérés comme maudits et font souvent face au déshonneur. Et cela peut également exercer une forte pression. Et s'il n'a pas de moyens sains de s'exprimer ou des mécanismes d'adaptation sains, il peut se tourner vers la violence, les drogues, l'alcool ou d'autres activités de promiscuité. Donc, c'est une façon de montrer. J'ai donné l'exemple de la fille avec l'excision, ça c'est chez l'homme. C'est une façon de montrer que les normes sociales liées au genre ont des effets qui sont vraiment... parfois, ça peut être des effets positifs quand c'est une norme sociale positive, mais en même temps, ça peut avoir des effets néfastes et plus particulièrement sur la santé de nos populations ou de nos communautés de façon générale. Nous pouvons également utiliser ce graphique-là pour, comme un outil pour pouvoir, quel changement nous devons apporter dans notre société pour avoir, disons, des comportements positifs ou sains. Pardon. Voilà. Le modèle socio-écologique maintenant, en partant de l'individu, l'individuel, au relationnel, au communautaire et au structurel. L'importance des normes dans l'implémentation des programmes du CIC et de développement. C'est de ça que nous sommes en train de parler. Nous venons de voir comment les normes sociales peuvent avoir un impact positif ou négatif sur les résultats en matière, de santé. Nous allons maintenant prendre quelques minutes pour regarder et discuter le modèle socio-écologique que vous voyez là devant vous, afin de voir comment ces normes ont différents impacts aux différents niveaux. Comment les normes sociales agissent et impactent sur la santé. Les normes sociales, souvent, la dynamique du pouvoir en place, et elles font partie intégrante des institutions officielles et officieuses. Elles sont produites et reproduites par le biais des interactions sociales et sont donc pertinentes à chacun des niveaux du modèle socio-écologique. Les normes sociales sont différentes des attitudes qui peuvent être comprises comme des convictions personnelles ou individuelles.
Vous allez voir que le modèle socio-écologique est un outil primordial pour traiter des questions de normes sociales. Nous pouvons utiliser l'exemple de la prévention, par exemple, de la violence. Quand nous prenons au niveau individuel, on observe des attitudes et des croyances liées à la violence. Et quand vous prenez au niveau relation, on trouve des attentes qui sont liées à un comportement sexuel approprié à la violence au sein du foyer. Et au niveau communautaire, il existe des attentes normatives qui tolèrent ou s'opposent à la violence sexuelle dans certaines conditions et qui se traduisent également par des réponses de la plupart des réseaux de parenté, des chefs religieux, de la police ou des systèmes juridiques. Je pense que, bon, nous sommes dans des communautés, nous sommes dans des sociétés où ce phénomène est très, très répandu. Nous voyons la façon dont, dans la plupart des couples, cela peut varier d'une société à une autre, mais le fait que la femme soit battue par son mari peut ne pas être considéré dans certaines sociétés comme étant un fait qui est grave. Pourquoi cela peut être considéré comme non grave dans certaines sociétés, mais qui soit très, 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 et très sévèrement puni dans d'autres? Cela nous amène à comprendre un peu en quoi ces normes sociales peuvent avoir une conséquence, peuvent avoir, disons, un impact sur la façon dont nous agissons, sur la façon dont nous vivons dans nos sociétés. Une femme qui est battue et qui se rend dans sa famille à cause du fait qu'elle a été battue par son mari, dans certaines sociétés, les parents même de l'épouse en question peuvent la ramener en, entre guillemets, en lui donnant plus que ce que son mari lui a donné comme correction, pour la simple raison que on dit elle doit y rester. C'est là-bas elle doit être, et le fait que son mari la batte n'est pas en soi quelque chose de mal. Et c'est perpétué. C'est des normes qui ont existé et qui existent encore, qui continuent à persister dans certaines de nos sociétés. Donc, au niveau sociétal ou structurel, si on le veut, les inégalités sous-jacentes qui soient fondées sur le genre, les croyances religieuses ou les politiques économiques jouent toutes un rôle de l'encouragement ou de la prévention de la violence. Parlons à présent de perpétuation des inégalités. Les normes sociales liées au genre sont inscrites dans les institutions officielles et non officielles, et également dans nos esprits. Cela est réel. Les normes sociales liées au genre sont effectivement inscrites dans les institutions officielles et même dans nos esprits. Je pense qu'il suffit juste de jeter un coup d'œil dans nos sociétés pour s'en rendre compte. Elles sont produites et, et reproduites dans nos interactions quotidiennes. Nous le voyons. Et les normes sociales néfastes qui soient liées au genre affectent de manière disproportionnée les femmes et les filles et contribuent directement à des violations de leurs droits en ce qui concerne notamment l'éducation, la santé et l'indépendance. Quand on parle de l'éducation, je pense que c'est quelque chose que nous connaissons tous. Il est beaucoup plus facile pour la famille d'envoyer son petit garçon à l'école que d'amener la petite fille, même si c'est une tendance qui est en train de changer petit à petit. Et il ne faudrait pas le nier, mais nous savons que quand la famille a le choix d'envoyer un seul de ses enfants à l'école, le plus souvent, on choisit d'emmener le garçon au détriment de la fille. Pourquoi? Une norme sociale qui est ancrée dans nos sociétés. Quand on parle de santé, quand la femme a des activités qu'on lui attribue, qui soient des activités qui lui soient attribuées, je le dis bien, je répète le mot attribué, le plus souvent, on ne lui donne pas la possibilité
de prendre des décisions d'aller à l'hôpital tant qu'elle n'a pas terminé de faire ses travaux qui soient des travaux qui lui sont attribués. Et le plus souvent, la décision ne lui revient pas à elle de prendre la décision d'aller à l'hôpital, même quand elle est malade. Dans la plupart de nos sociétés, il faut obligatoirement que la décision vienne de son mari ou de quelqu'un d'autre qui peut être son chaperon. Et donc, les normes sociales représentent un obstacle majeur à l'égalité de genre. À mon avis, c'est quelque chose que nous devons retenir et c'est quelque chose pour laquelle nous devons essayer d'agir et disons, inverser la tendance. La perpétuation des inégalités, les opportunités éducatives limitées pour les filles, cela est réel. J'en parlais, je donnais tout à l'heure un exemple. Et donc, les normes sociales peuvent dicter que les filles ont un accès limité à l'éducation en perpétuant les rôles traditionnels. On a montré une photo où un garçon faisait la vaisselle. Il peut être la risée de toute une société parce on attribue ce rôle-là aux petites filles. L'impact individuel dans ce sens. Les normes sociales peuvent limiter l'accès des filles à l'éducation, renforçant ainsi le rôle du genre traditionnel. Ça, c'est au niveau individuel. Quand vous viendrez au niveau impact familial et communautaire, le fait qu'il y ait une réduction des opportunités à l'éducation de la fille peut avoir ça peut représenter un frein à son développement personnel. Et quand elle est freinée à son développement personnel, le fait qu'elle n'ait pas eu ces opportunités de pouvoir s'éduquer, de pouvoir s'instruire, d'avoir les mêmes chances que le petit garçon, cela peut bloquer ou freiner, disons, comme je le disais tantôt au niveau de la proposition, c'est la même chose. La fille ici, cela peut limiter sa contribution à la société. Quand elle n'a pas accès à l'éducation comme il le faut, elle n'aura pas toutes les armes dont elle a besoin pour apporter tout ce qui est nécessaire, tout ce qu'on pourrait attendre d'elle en termes de contribution à l'épanouissement de la société. Et à tort, le plus souvent, on dit non, ce sont des femmes, elles ne peuvent pas. Pourquoi elles ne peuvent pas? Parce que depuis très longtemps, quand elles étaient toutes petites, on ne leur a pas donné la possibilité d'avoir les mêmes armes qu'on a données aux hommes, aux enfants au moment où ils étaient des petits garçons. Et quand elle va devenir une femme plus tard, elle ne pourra pas avoir la même contribution que son frère d'âge, à qui on a donné toutes les possibilités d'aller à l'école, de pouvoir apprendre des choses dans la vie et d'apprendre à prendre des décisions ou à même à avoir de l'instruction, à être un érudit. Cela peut être du côté de l'éducation au niveau, disons, de l'école, même au niveau de nos religions. Nous savons que le plus souvent, les femmes ont un rôle un peu limité par rapport à ceux des hommes, à celui des hommes, pardon. Et quand on prend donc l'impact sociétal ou national, ça dépend de la façon dont nous le voyons, le faible taux de scolarisation des femmes peut entraver le progrès social. J'en ai déjà parlé et cela peut avoir un impact sur la vie économique et parce que nous savons tous que c'est à travers l'éducation que nous pouvons réellement avancer et aller vers un développement. La perpétuation des Amadou, inégalités, pardon, Amadou, je oui, pense juste pour oui, gagner du temps, on va passer à l'analyse de disparité de genre, juste pour gagner du temps, s'il vous plaît. oui, je suis d'accord avec toi, mais j'aimerais quand même terminer rapidement sur cette question. J'ai parlé de perpétuation des inégalités, du rôle traditionnel de la femme. Je pense que je me suis amplement étendu sur cette question. On pourrait avancer. Bon, violence basée sur le genre, on en a parlé, j'ai longuement parlé d'une femme, par exemple, qui se ferait battre par son mari. Je pense que c'est un exemple aussi qui soit attribuable à ce que nous allions voir sur cette diapositive.
À présent, vous allez me permettre de passer la parole à Antonia Morzenti et elle va nous parler de l'analyse des disparités de genre, qui est vraiment une composante qui soit essentielle de ce que nous sommes en train de faire en termes d'équité. Antonia, à toi. Merci beaucoup et merci Amadou. Je sais cette question de normes sociales et normes liées aux genre, c'est quelque chose de très important, mais on va essayer de garder un peu de temps pour les questions qui peuvent venir de notre participante. Merci Amadou beaucoup pour cette introduction. Et pour faire une petite transition, pourquoi on est en train de mettre l'accent sur les genres et sur les normes sociales? Bon, c'est parce qu'il y a beaucoup de recherches qui montrent constamment comment l'inégalité de genre et ces normes restrictives dont mon collègue vient de parler affectent les résultats en matière de santé. Ils influencent tout, depuis tous les comportements qu'on a quotidiennement avec l'une et l'autre jusqu'au niveau d'accès aux soins. En abordant cette question de fond, nous pouvons créer des programmes plus inclusifs et plus efficaces qui répondent aux besoins de chacun et pas juste certains groupes. Au début de la présentation, nous avons passé en revue le terme intégration de les dimensions de genre, qui comprend plusieurs concepts, approches, stratégies différentes qui peuvent être appliquées tout au long d'un cycle de programme, c'est-à-dire conception, mise en œuvre et aussi le suivi et évaluation pour prendre en compte considération de genre et pour pallier les inégalités fondées sur le genre. Et donc, une analyse de disparité de genre est vraiment les premières mesures qu'un projet devrait prendre s'il veut sérieusement envisager à intégrer de la dimension de genre dans leur programme. Parce que et aussi, s'ils veulent que leur programme reconnaisse, prenne en compte et réponde aux différents besoins. Parce que sans cette analyse de disparité de genre, c'est difficile de vraiment comprendre le contexte. Donc, tout au début, c'est important que nous soyons tous d'accord sur ce que c'est exactement une analyse de disparité de genre. En gros, l'analyse de disparité de genre, qui est aussi parfois juste tout simplement une analyse de genre, c'est une méthodologie systématique permettant d'identifier les inégalités, les lacunes, les disparités et les opportunités basées sur les genres dans un certain contexte autour d'une certaine thématique. Elle peut aussi nous aider à examiner les différences entre les rôles et les normes liées au genre, aussi les différents niveaux de pouvoir ainsi que les besoins, les contraintes, les opportunités pour les femmes, les filles, les hommes, les garçons et toute personne d'autres identités de genre. Au-delà de ça, elle peut aussi montrer l'impact de ces différences sur la vie des gens, y compris le comportement en matière de santé et l'accès aux services et l'accès aux soins. Donc, en gros, avec l'image linéaire que mon collègue vous a montré, on voit que certaines normes sociales peut être banales de surface, on voit ça juste comme quelque chose de quotidien. On a vu comment il peut avoir les effets intermédiaires. Et ces effets intermédiaires deviennent les résultats en matière de santé. Et ça dépend de les normes sociales ou les normes liées au genre, si le résultat c'est un résultat négatif ou positif. Et cette analyse de disparité de genre, ça va nous aider à exploiter et voir vraiment beaucoup plus près exactement ce qui c'est ces inégalités, les lacunes, les disparités et aussi bien sûr les opportunités. Donc, juste très rapidement, si vous avez déjà participé dans une analyse de disparité de genre, s'il vous plaît, juste mettez ça dans le chat. Ça m'intéresse, je suis curieuse. Vous pouvez juste mettre le pays et peut-être la thématique et quand vous avez fait. Et si on a le temps par la fin, ça serait très intéressant de voir votre expérience. Donc, nous pouvons également appliquer une optique ou bien une lentille intersectionnelle à cette analyse de disparité de genre. Ça signifie que l'analyse prend systématiquement en compte la manière dont les multiples formes et multiples niveaux d'inégalité et de discrimination, tels que ceux basés sur l'âge, l'ethnie, le handicap, classe sociale, ethnie, etc.,
comment ces disparités se chevauchent et interagissent avec les gens et avec l'une et l'autre pour influencer les résultats en matière de santé. Qu'est-ce que ça veut dire véritablement? C'est pour dire que certains groupes, certaines couches sociales, ils subissent pas exactement de la même manière, le même type de discrimination. On peut avoir une femme qui vient d'une classe sociale de haut niveau, une haute classe sociale, peut-être qui est bien éduquée, qui vit avec aucun handicap, qui fait aussi partie de l'ethnie et la religion majoritaire. Mais si on a une femme qui est non scolarisée, qui vient d'une ethnie minoritaire, pardon, qui aussi peut-être vit en situation de handicap, cette femme-là, elle va subir plusieurs formes de discrimination. Et c'est juste l'anti-intersectionnel, c'est une manière d'essayer de prendre tout ça en compte. Et si on fait d'une manière intersectionnelle, ça peut contribuer à une plus grande inclusion sociale pour tous. Très rapidement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, en général, on dit qu'il y a 6 étapes essentielles pour faire une analyse de disparité de genre. Tout d'abord, il faut identifier les questions de recherche. Ça consiste à définir très clairement les questions de recherche qui va vraiment orienter toute l'analyse. Ces questions doivent être spécifiques et pertinentes pour bien comprendre les disparités de genre dans les contextes étudiés. On a aussi le collecte et examen de données secondaires. Dans cette phase, bien sûr, toute l'équipe de chercheurs, toute l'équipe de cette analyse de disparité de genre, ils vont rassembler les données qui existent déjà. Et certaines sources telles que le rapport gouvernemental, des études académiques, si on a les études CAP, connaissances, attitudes pratiques, les enquêtes nationales et aussi toute publication de recherche qualitative et quantitative. Si on a le temps, bien sûr, on veut remplir ces lacunes parce que toujours avec les données secondaires, il y aura toujours la lacune qu'on trouve dans nos recherches. Si vous avez le temps, vous allez aussi mener une collecte de données primaires. Après, c'est d'analyser et organiser les données à l'aide d'un cadre d'analyse de genre. Cette étape consiste à organiser les données collectées et les analyser à travers une sorte de cadre ou prisme de cadre d'analyse de disparité de genre. Et on va regarder ça dans juste quelques diapos. Après, on veut évaluer les contraintes et les opportunités. Cette phase implique d'examiner les facteurs qui limitent ou qui favorisent la réduction des disparités de genre qui ont été identifiées à travers l'analyse. Il s'agit notamment d'identifier les obstacles institutionnels, culturels ou socio-économiques qui maintiennent les inégalités, ainsi que les leviers potentiels pour surmonter. Tout à l'heure, mon collègue vous a montré 2 photos de 2 normes sociales. Il y avait la première norme sociale de le garçon qui lavait le vaisselle, qui n'est pas typiquement quelque chose qu'un homme va faire. Et ça peut être limitant si on continue avec une telle pratique, ces normes sociales. Mais il y a d'autres normes sociales, comme l'autre photo de notre premier ministère du Canada. Il a adapté, il n'est même pas quelqu'un de confession musulmane, mais il a adapté à leur norme sociale. Et ça, c'est une norme sociale qu'on peut dire, ça peut donner certaines opportunités. C'est pas une norme sociale négative. Donc, on a les normes sociales potentiellement néfastes et aussi les normes sociales positives, qui peuvent être les leviers potentiels qui peuvent nous aider à surmonter certaines inégalités. Et sixièmement, on a la création de recommandations. Enfin, sur la base des résultats de l'analyse et de l'évaluation des contraintes et d'opportunités, on a des recommandations à formuler pour promouvoir l'égalité de genre et atteindre l'objectif de notre programme. Donc, une analyse de genre ne doit pas être nécessairement quelque chose qui est autonome. Elle peut être intégrée des activités de recherche formative au niveau de la première phase du cycle de programme. Mais la chose qui est le plus important est que c'est quelque chose qui est intentionnel, c'est quelque chose de systématique et ça devrait inclure une analyse ciblée.
Je dis toujours que l'analyse de disparité de genre et le fait d'intégrer les gens dans les programmes, c'est pas nécessairement quelque chose qui est difficile, mais ça tombe pas du ciel. C'est quelque chose qu'on doit faire avec intention. On devrait mettre ça dans, par exemple, nos plans de travail. Donc, aussi, elle est souvent menée avant le concept d'un projet, donc au stade initial. Mais aussi, elle peut être menée également aux autres stades du cycle de programme. Même si vous êtes en train d'implémenter dans la troisième année d'un projet, vous pouvez utiliser le résultat pour aider à ajuster les activités et aussi le message clé que vous utilisez. Normalement, on dit que le calendrier d'une telle analyse est environ 4 à 12 semaines. C'est juste une estimation. Ça dépend que si vous allez faire votre recherche primaire ou pas. Aussi, on dit que vous avez vraiment besoin d'une équipe qui est dédiée et rémunérée, dédiée à faire cette analyse de disparité de genre. Parce que on sait très souvent, on voit les bonnes idées dans notre équipe, dans notre travail, et on dit oui, on devrait faire ça, on veut faire ça, on veut faire comme ça. Mais si ça, c'est pas quelque chose qui est vraiment dans le rôle de quelqu'un, si ça, c'est pas dans la description de poste de quelqu'un, si ça, c'est pas dans le plan de travail pour l'année, s'il n'y a pas une ligne budgétaire spécifique pour une telle activité, normalement, on va mettre ça à côté jusqu'à on n'a plus de temps de faire parce que toujours on priorise ce qui est dans notre plan de travail. Donc vraiment, ça c'est quelque chose qui ne devrait pas être vu comme supplémentaire. Une analyse de disparité de genre, on devrait essayer de mettre ça dans chaque projet. Et aussi, je tiens à préciser qu'il n'est pas nécessaire de voir une spécialiste de genre pour pouvoir effectuer une analyse de disparité de genre, mais il est bien sûr toujours préférable de voir quelqu'un qui est au moins un peu expérimenté dans votre équipe. Donc, vous pouvez aussi peut-être engager une spécialiste de genre pour peut-être vous aider à faire cette analyse et en même temps, ça peut être une sorte de renforcement de capacité. On voit ici une analyse de disparité de genre ou le cadre d'analyse de disparité de genre. Normalement, quand on fait cette analyse, il porte généralement sur 4 ou 5 domaines ou thèmes clés. Et ces domaines sont souvent organisés dans une sorte de cadre. Et si on voit pouvoir au milieu, parce que ça touche toutes les autres 4 thèmes, on voit d'abord accès aux actifs ou biens. La manière dont les relations de genre affectent l'accès aux ressources nécessaires pour qu'une personne soit une membre productive dans la société. Cela comprend les actifs tangibles comme la terre, le capital, des outils, les technologies, et aussi les actifs intangibles comme les connaissances, éducation, information, etc. On a prochainement pratique et participation. Les normes qui influencent le comportement des hommes et des femmes influencent également le type des activités auxquelles ils participent, ainsi que leur rôle et leurs responsabilités quotidiennes. Cette dimension de cadre résume les informations sur les différents rôles des hommes, des garçons, des femmes, des filles et aussi de toute autre personne d'identité de genre différente et aussi le moment et le lieu où leurs activités se produisent, leur capacité à participer à différents types d'activités économiques, politiques et sociales, et aussi leur prise de décision. On a les convictions personnelles et perceptions. Elles proviennent des normes et des croyances, ou bien plutôt les convictions personnelles, culturelles, concernant ce qui signifie le fait d'être un homme et une femme dans une société spécifique. Donc, qui influence l'accès aux opportunités? Qu'est-ce que les femmes pensent d'une certaine chose? C'est quoi leur perception? Et quoi pour les hommes? Etc. On sait que les convictions personnelles et les perceptions facilitent ou limitent également l'accès des femmes et des hommes à l'éducation, services et aussi au plan d'autres opportunités économiques. On a aussi les institutions, les lois et les politiques. Cette dimension se concentre sur les informations concernant les droits formels et informels des hommes et des femmes et la façon dont ils ont touché différemment par les politiques et les règles réagissent les institutions.
y compris les systèmes de santé. Donc, la manière dont tout ça a un effet sur les femmes, les filles, les hommes et aussi les garçons. Parce qu'on peut parfois avoir certaines lois qui sont formelles, mais est-ce qu'il y a les lois informelles qui l'emportent sur les lois formelles? Et aussi, dernièrement, on a le pouvoir au milieu. Ça, c'est quelque chose qui imprègne tous les domaines et détermine qui possède, qui peut acquérir et qui peut utiliser des actifs, qui peut prendre les décisions sur son corps et aussi sur les corps des enfants et aussi à quel moment on va chercher soin pour les enfants. Il détermine si une personne peut tirer parti des opportunités, exercer ses droits, se déplacer et s'associer avec des autres et aussi conclut des contrats juridiques et présenter aux élections qui est en pouvoir, qui a le droit de prendre les décisions au niveau communautaire et aussi au niveau national. On a aussi, on peut, bon, bien sûr, aussi appeler le cadre d'analyse de genre, c'est aussi les domaines d'analyse de genre. Donc, à droite, on a aussi 5 domaines qui sont très, très similaires à les cadres que je viens de vous montrer. Ça devient de notre boîte utile qu'Amadou va expliquer dans juste quelques petites minutes. Ici, l'utilisation d'un tel cadre avec 5 ou 4 domaines, ça, c'est vraiment ce qui fait la différence entre une analyse de disparité de genre et juste une recherche formative typique. Parce qu'on peut, bien sûr, dans les recherches formatives typiques, on peut demander certaines questions sur le genre. Mais si on n'examine pas exactement ces différents domaines de manière intentionnelle, les domaines que je viens de mentionner dans le cadre et celles qui sont ici à droite, on va passer vraiment à côté d'un grand nombre d'informations qui est essentiel, qui peut vraiment contribuer à orienter les interventions d'une manière, de manière à ce qu'ils s'attaquent vraiment aux causes profondes de problèmes de santé dans nos sociétés. Par exemple, on peut poser des questions de recherche formative pour explorer les différents obstacles auxquels se heurtent les hommes et les femmes pour accéder aux services de santé ou poser des questions sur leurs attitudes à l'égard de l'utilisation de préservatifs, par exemple. Mais la recherche ne peut pas tenir compte intentionnellement de la dynamique de pouvoir et des droits légaux. Donc, avec les cadres, on peut utiliser comme un rappel de questions que nous devrons poser pendant la phase formative. Les questions simples sur ces sujets, ça ne va pas tenir compte de la dynamique de genre. Et si on regarde à côté, je ne vais pas aller beaucoup en détail parce qu'on dépasse déjà mon petit créneau pour discuter, mais très rapidement à côté, je vais juste souligner les questions qu'on devrait garder en tête si on veut utiliser ces différents domaines. C'est vraiment juste les idées générales, les questions générales. Donc, pour les prises de décision, vraiment, qui décide? Qui a l'autorité? Qui peut utiliser son autorité pour prendre des décisions? Prochainement, accès aux ressources et biens. Qui a accès à quoi et qui contrôle quoi? Prochainement, pratique et participation. Ça, c'est vraiment qui fait quoi, où, à quel moment. On a, avec les convictions personnelles et perceptions, comment les valeurs sont-elles définies? Et ça, c'est important de regarder par âge, par sexe, par genre, etc. Aussi par niveau d'éducation. Finalement, on a les lois, les politiques et aussi les pratiques institutionnelles. Donc, les questions qu'on devrait se poser là-bas, c'est quel est le contexte environnemental et structurel. Donc, très rapidement, parce que je sais, on n'a pas beaucoup de temps, si on veut, parce que la première étape avec une analyse de disparité de genre est de bien définir les problèmes de recherche. Donc, je veux vous donner juste quelques exemples de questions de recherche qu'on va utiliser dans chaque domaine. Parce que d'abord, on va poser des questions dans chaque 5 domaines, 4 ou 5 domaines qu'on utilise selon ce cadre d'analyse de genre. Et aussi en utilisant les modèles socio-économiques que mon collègue Amadou a introduire tout à l'heure. Donc, par exemple, dans le domaine de prise de décision, au niveau individuel, on peut poser
une question pour paludisme comme qui prend les décisions concernant les recours aux soins de santé pour les enfants, pour les enfants. Au niveau communautaire et société, on peut demander quel est le rôle des femmes, des filles, hommes, garçons en termes de la prise de décision et de leadership au sein d'organisations communautaires. On a plusieurs questions et on n'a pas beaucoup de temps. Donc, très rapidement, pour les domaines de pratique, rôle et participation, si on menait une analyse de disparité de genre sur le riposte vaccinale, on peut poser des questions au niveau individuel telles que comment les rôles, les responsabilités et l'emploi du temps des hommes et des femmes influencent-ils l'accès aux vaccins et leur utilisation. Au niveau organisationnel, dans quelle mesure les voix des femmes, des hommes, des jeunes et des personnes marginalisées sont-elles entendues et impliquées dans la planification, la mise en œuvre et les suivis de déploiement de vaccins? On a aussi pour les convictions personnelles et perceptions, peut-être au niveau communauté et de société. On peut poser la question, quelles sont les normes des gens dans la communauté qui peuvent influencer positivement ou négativement l'accès et l'acceptation de vaccins? Je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps. Peut-être je vais juste donner quelques exemples de contraintes et opportunités liées aux gens si, par exemple, on menait une riposte vaccinale. Pardon, si on menait une analyse de disparité de genre sur le riposte vaccinale. On peut voir avec notre recherche que le gouvernement d'un tel pays a élaboré un plan de prise en compte systématique de genre dans les ministères. Mais peut-être on voit que c'est pas vraiment utilisé. C'est juste quelque chose qui a été publié, mais c'est pas vulgarisé. Donc, une recommandation peut être, c'est d'utiliser et vulgariser les lois et les politiques nationales sur les genres pour promouvoir une représentation équitable. On a aussi une contrainte. Peut-être les données publiques disponibles sur les statuts vaccinaux ne sont pas vantées par sexe et par d'autres catégories démographiques. Donc, bien sûr, on va donner les recommandations et ça, c'est tout au début. Si on n'a pas les données vantées par sexe et par âge, on ne peut pas avoir les interventions ciblées parce qu'on n'a pas assez d'informations. Donc, je vais redonner les paroles à Jean-Jacques pour nous aider avec les questions et les réponses. Merci Antonia et Amadou pour cette première partie de ce screenshot. Merci pour cette belle présentation. Et comme annoncé un peu plus tard, nous avons marqué une pause pour un peu d'échange. Merci pour vos questions que vous avez partagées. Et après, nous allons continuer avec une présentation sur la boîte à outils et aussi continuer dans les échanges. Nous avons plusieurs questions. Je pense que nos présentateurs feront l'effort de pouvoir donner quelques points d'éclaircissement. Donc, je commence par un point que j'avais vu dans le chat. Antonia ou Amadou, est-ce que les normes sociales, c'est le travail qui revient aux femmes? Oui, moi, je peux commencer. Amadou, si vous avez d'autres choses à ajouter. Moi, je dirais que ça, c'est une misconception. Désolée pour mon anglais là, mais c'est peut-être une malcompréhension de les normes liées aux genre. Et quand on parle de les normes sociales, quand on parle de genre, parce que les genres, ça inclut tout le monde. C'est pas juste quelque chose des femmes. Et si on reste ça juste quelque chose pour les femmes, on va pas avoir une approche holistique parce qu'on a besoin de vraiment l'engagement de 100% de la population. Sans les jeunes, on peut pas attaquer aux causes profondes des inégalités. Sans hommes, sans garçons, sans personnes en situation de handicap, on va toujours ignorer et oublier une certaine population qui est très importante si on veut vraiment surmonter ces problèmes en matière de santé. Et mon collègue, il a même mentionné certaines normes sociales liées aux genre, qui sont néfastes aussi pour l'homme. Donc, c'est pas juste une question d'égalité de genre pour les femmes et pour les filles, mais c'est aussi une question d'égalité de genre pour le bien-être des hommes aussi. Et si on voit que dans certaines sociétés, c'est vraiment l'homme qui a la plupart de pouvoirs qui prennent les décisions, bien sûr, il faut les inclure dans ce changement des normes sociales. Donc, moi, je vois ça vraiment comme une activité pour tout le monde, mais bien sûr,
selon les résultats de recherche, il faut cibler les gens de manière différente. Peut-être il y aura les activités spécifiques pour les hommes, peut-être d'autres activités spécifiques pour les femmes. Merci. Merci beaucoup, Antonia. Euh, Nous avons plusieurs personnes du ministère de l'Éducation nationale en Côte d'Ivoire qui sont sur ce call, parlant d'Abidjan et même dans quelques villes de l'intérieur à partir de leurs différentes présentations. Donc, il y a une question dans le sens de l'éducation. La question est, quelle activité peut-on mener dans le cadre de l'éducation en vue de vulgariser et faire connaître le genre? Je pense que ça, c'est une très bonne question et je pense, vu que moi, je connais pas les données en Côte d'Ivoire, je connais pas les situations aux écoles en Côte d'Ivoire, ni les situations des femmes, des filles et d'autres groupes minoritaires. Ce que je peux dire est que d'abord, il faut mener une analyse de disparité de genre pour d'abord dire où sont les problèmes. Et après, vous pouvez voir avec votre groupe cible et avec toute partie prenante, en fait, quelles solutions vous pouvez amener aux écoles. Est-ce que ça va être quelque chose, une module qui est intégré pour tous les âges? Est-ce que vous allez cibler une certaine âge? Est-ce que ça va être les groupes mixtes? Est-ce que ça va être les groupes séparés après les groupes mixtes? En fait, ça doit être toute une recherche, je pense. Et aussi, c'est pas quelque chose que moi, je peux définir parce que je connais pas très bien les contextes. Mais je dirais avec une large groupe de différentes parties prenantes, avec un peu de recherche formative, une sorte d'analyse de disparité de genre, vous pouvez bien sûr voir certaines opportunités. Par exemple, si on voit que les violences basées sur les genres est un problème dans votre communauté, vous pouvez avoir certains modèles qui sont axés sur les rôles et les normes sociales liées aux genre pour expliquer peut-être certaines normes néfastes, pour essayer de combattre ces normes néfastes, pour attaquer aux causes profondes de cette violence que vous voyez dans votre communauté. S'il y a une question de violence sexuelle, on peut aussi aborder certains curriculums qui parlent de le consentement. Qu'est-ce que ça veut dire de demander le consentement? On peut aussi avoir les modèles sur les sexualités, les reproductions, les droits de sexualité et de reproductive. Ça aussi. Donc, je pense d'abord, il faut faire la phase initiale qui est la phase de définir. Il faut tout d'abord définir le problème et après, avec une large groupe, définir les solutions. Merci, Antonia. À moins que, Amado, si vous avez quelque chose à ajouter, sinon je vais continuer aux prochaines questions. Bon, je pense on peut continuer. Je pense OK, qu'Antonia s'est très merci bien beaucoup. établi là-dessus. Merci beaucoup. La question suivante concerne les programmes. Quels sont les principaux outils pour intégrer ces normes dans les activités d'un programme? Bon, il y a beaucoup des utiles et je sais que Jean-Jacques, il va partager une PDF, je pense, à la fin de cet webinaire. Et c'est 3 ou 4 pages, juste plein de ressources différentes que vous pouvez utiliser pour mieux intégrer les gens. Une manière, et je pense, comme j'ai dit il y a quelques minutes, vraiment une manière primordiale et très importante, c'est cette analyse de disparité de genre. Parce que en faisant ça, vous allez voir très clairement avec votre thématique, si ça c'est l'éducation, le paludisme, riposte vaccinale, quoi que ce soit, vous allez voir toutes les lacunes, les opportunités, les disparités entre les femmes, les filles, les garçons, les hommes, etc. Donc ça, c'est vraiment une première étape. Breakthrough Action, notre projet, on a aussi élaboré une autre checklist. C'est une liste de contrôle. Ça s'appelle la vérification de l'égalité de genre. Et ça se trouve également dans le PDF que Jean-Jacques il va partager tout à l'heure. Euh, et avec ça, il y a plein de théories de changement, no care do. Ça, c'est spécifiquement pour le planning familial. Et vraiment, je suggère aussi une sorte de formation plus longue en ligne. Et on a inclus aussi quelques opportunités comme ça dans notre liste de ressources. D'accord, merci, Antonia. Je vais partager ça. Euh, avant
avant la fin de cette section. Donc, je pense que pour la personne qui avait posé la question, si on avait déjà développé des approches qui permettent de changer ces normes sociales, je pense que les- la personne peut trouver la réponse dans ces différentes ressources que nous allons partager, c'est ça? OK, merci Absolument. Antonia. Donc, avant de laisser la parole à Amadou qui va présenter la boîte à outils, il va partager cette expérience, il y a une question encore que je voulais vous adresser. La question, y a-t-il une différence entre normes sociales et tradition? Y a-t-il un lien entre normes sociales et la religion? Donc, ça, c'est ces deux questions et à la suite de cela, je pense qu'on va aller sur la présentation et revenir encore sur les échanges. Oui, Merci. merci Jean-Jacques. Très rapidement, je dirais juste que, bien sûr, les normes sociales, c'est les règles informelles qu'on vit quotidiennement. Donc, de où viennent ces règles? Ça vient de nous-mêmes. Et c'est très souvent lié à la religion. Ça peut être lié à les traditions, à les coutumes dans notre société. Et on peut les changer. On peut, parce que les sociétés, ça c'est nous. Qui fait les sociétés? C'est les peuples. Donc, bien sûr, il y a une liaison, mais on voit aussi parfois, peut-être il y a une norme traditionnelle ou une norme sociale, je veux dire, qui est liée à peut-être une partie, un aspect de la religion. Mais peut-être si, avec plus de recherche, on voit que peut-être cette norme sociale, c'est pas tout à fait lié à la religion, mais c'est ça l'importance qu'on a donnée depuis très longtemps. Donc, pour changer certaines normes, que la société fait une liaison avec les gens, on doit peut-être travailler avec les leaders religieux. Par exemple, dans certaines sociétés, je dis pas tout, mais dans certaines sociétés, on met une liaison entre l'excision et la religion. Donc, ça c'est juste un exemple, mais on peut travailler avec les leaders religieux pour avoir leur buy-in, pour avoir leur décor, pour nous aider à passer un message que, voilà, ça fait pas partie de la religion et peut-être c'est juste une pratique traditionnelle néfaste qu'en tant que société, on peut changer et défaire petit à petit. Amadou, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose pour ça aussi. Bon, je pense que de façon globale, tu as touché les points qui sont les points essentiels. La seule chose que je pourrais rajouter sur ça, c'est que il faut savoir que c'est à travers les traditions le plus souvent, ou même parfois les religions, que les normes sociales sont beaucoup plus renforcées. Même si elles ne proviennent pas clairement de ces deux éléments-là, mais ces deux éléments peuvent être disons, des éléments qui peuvent renforcer ces normes-là et faire de telle sorte qu'il soit très difficile parfois de les combattre ou peut-être de les changer, si on peut le dire ainsi. Merci. Et juste une dernière chose à ajouter, et on peut aussi utiliser les traditions et la religion pour inciter, pour inspirer les bons changements aussi. On a vu pendant le COVID, pendant les épidémies, il y avait certains textes religieux qui ont été utilisés pour encourager les gens de rester chez eux. Il y a aussi certaines citations de textes religieux qui sont utilisées en faveur de planning familial. Donc, on peut aussi utiliser ces traditions et les religions pour encourager les bons comportements sains aussi. Merci à vous, Jean-Jacques. Merci, Antonia. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Amadou qui va nous présenter en 5 minutes l'analyse des disparités de gens pour la réponse vaccinale. Donc, il va mettre la lumière sur la boîte à outils. Merci, Amadou, vous avez la parole. Votre micro est pour l'instant coupé. Amadou, votre micro est pour l'instant coupé. Si vous pouvez activer votre micro. Amadou, votre micro est pour l'instant coupé. OK. Voilà, désolé, bon, j'avais un petit bug au niveau de l'écran, mais ça va. Oui, ça Permettez-moi va, juste on de vous entend bien. partager Ça très va. rapidement. Je vais partager très rapidement mon écran.
le temps que nous puissions. OK. Oh, je pense Donc, je pense que qu'Anthony a pu ceci. partager à son niveau si vous avez des OK, je difficultés. pense qu'Anthony a pu partager. J'ai un petit bug. Anthony, vous pouvez partager. Merci. Bon, Est-ce que merci vous beaucoup. pouvez, Étant donné, oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Allez-y. Super. Donc, je disais qu'étant donné que nous avons consommé suffisamment de temps, il faut donner la possibilité aux gens de pouvoir vraiment répondre à leurs questions, à discuter. Nous allons partir très rapidement sur l'analyse des disparités déjà pour la réponse vaccinale. On va parler de la boîte à outils pour les acteurs de la grève. Diapo, Antonia. Alors, à propos de la boîte à outils, qu'est-ce qu'il faut concrètement retenir? Je pense que nous avons déjà, on a conçu une vidéo de présentation et si c'est possible, je pense que pour les prochaines fois, Antonia, on pourra partager cette vidéo, donner l'accès à nos amis qui sont en ligne, qui pourront la visionner et mieux comprendre. Bon, vous aurez la possibilité d'avoir la boîte à outils elle-même, vous aurez la possibilité de prendre pour le temps de lire. Mais concrètement, il faut savoir qu'à travers cette boîte à outils, elle nous permet d'avoir des preuves de l'importance de la prise en compte déjà dans la réponse vaccinale. Et Antonia, s'il te plaît, diapo. Elle nous donne également des orientations, des conseils. Elle permet de nous montrer étape par étape comment est-ce que nous pouvons évoluer pour dans la réalisation d'une analyse de disparité de genre. Je pense que Antonia s'est largement étendue sur la question et elle a donné suffisamment d'explications sur les disparités. Et donc, cette boîte à outils nous permet de les comprendre, de les analyser et de comprendre ces disparités-là. Chapeau. Il y a également à l'intérieur de cette boîte à outils des fiches qui vont nous servir à collecter, à organiser, mais comme on l'a dit tantôt, à analyser aussi les informations qui sont disponibles. Et également, ça nous permet une fois qu'on aura bien compris, ça nous permet de formuler des recommandations sur les trois piliers de la communication, de risque et de l'engagement communautaire aux différents acteurs qui sont concernés. Et également, dans cette boîte à outils, vous allez retrouver des exemples de pays dans le cadre du programme COVID. Ça va être un exemple qui concerne la Guinée, mais également, je pense, le Mozambique. Diapo. Et au-delà de ces éléments, vous pourrez aussi retrouver des ressources supplémentaires qui puissent vous guider, vous montrer comment est-ce que l'intégration de la dimension genre peut se faire dans les activités de la CREC. Je pense qu'une question à laquelle Antonia a répondu était relative à cela. Et donc, à travers cette boîte à outils, vous pourrez, de façon beaucoup plus aisée, comprendre comment est-ce qu'il faut intégrer le genre dans les activités de la CREC. Et c'est quelque chose que nous souhaitons en faire. Antonia, tu peux aller sur la prochaine diapositive. Mais c'est quelque chose que nous souhaitons faire. Donc ça, c'est le code QR. Si vous scannez ce code QR-là, vous pouvez automatiquement aller sur la boîte à outils pour les acteurs qui sont impliqués dans la communication de risques et engagement communautaire. Je rappelle qu'en février 2023, nous avons procédé ici en République de Guinée à un pré-test de cette boîte à outils pour la réponse vaccinale. Et cela nous a amené à comprendre beaucoup de lacunes que nous avions en matière d'intégration du genre, notamment dans le domaine de la grecque. Et c'est ce qui a motivé notre décision. Quand je dis notre décision, je parle non seulement de nous qui sommes une organisation qui accompagnons
disons, le ministère de la Santé, mais également le ministère lui-même à travers les différentes composantes de la CREC, l'ANSS, entendue par l'Agence nationale de sécurité sanitaire, mais également la plateforme One Health, les ministères clés de la plateforme, qui sont le ministère de l'Environnement, celui de l'élevage, les ONG qui interviennent dans le domaine de la CREC. Tous ont compris, lors de cet atelier-là, ont compris qu'il y avait des lacunes et qu'il fallait vraiment prendre des dispositions pour pouvoir intégrer le genre dans les activités. Pour matérialiser cela, nous avons, en collaboration avec la l'ANSS, entrepris des démarches qui vont aboutir à l'intégration de la dimension genre dans le plan stratégique national de la communication de risque et engagement communautaire. C'est une activité qui est inscrite dans notre plan de travail et qu'on va réaliser dans les 2 ou 3 mois à venir. Diapo Antonia. Donc, nous revenons en discussion plénière à travers un certain nombre de questions. Vous allez me permettre de poser la première et puis passer la parole automatiquement soit à Antonia ou à Jean-Jacques pour la suite. Vous qui nous écoutez, vous pouvez nous dire comment les normes sociales liées au genre peuvent engendrer des inégalités, des lacunes ou des opportunités basées sur le genre. Vous avez écouté religieusement ce que nous étions en train de dire. Selon vous, comment ces normes sociales liées au genre peuvent engendrer des inégalités ou des lacunes et également ou des opportunités basées sur le genre? Ok, merci Amadou. Je tiens à signaler que les participants qui aimeraient prendre la parole pourront le faire et ils vont lever les mains et puis voilà, vous allez prendre la parole pour pouvoir parler. Maintenant, ceux qui veulent partager leurs réponses dans le chat aussi, vous avez cette possibilité-là. Merci. Le docteur Alimou, vous voulez prendre la parole? Oui, bonjour. Bonjour. Puis allez-y. Ok, Monsieur Krouma, vous avez la parole. Vous pouvez ouvrir votre micro et prendre la parole. Oui, bonjour, on m'entend? Oui, on vous entend. Merci beaucoup. Donc, très rapidement, en tout cas, merci pour l'opportunité que vous nous offrez d'échanger sur la question des normes sociales, parce que c'est une question qui, on va dire, qui est comme un défi majeur pour le secteur éducatif. Et nous, en Côte d'Ivoire, nous avons intégré cela au nombre des défis majeurs dans notre Vous politique genre, m'entendez? parce que la Côte d'Ivoire a eu cette chance, on va le dire, d'être accompagnée pour élaborer une politique genre spécifique au secteur de l'éducation. Donc, les normes sociales, effectivement, pour la question que vous posez, bien entendu, les animateurs de l'école eux-mêmes peuvent à un moment, sinon on va dire de façon directe, parce qu'il y a eu également une étude CERAT qui a été menée par l'UNESCO en son temps, qui a fait ressortir que les acteurs et actrices du secteur de l'éducation peuvent eux-mêmes être porteurs de ces normes sociales parce que c'est les individus de la communauté, ils sont d'une communauté, ils sont d'un village, pour être vraiment tout simple, ils sont porteurs également de ces valeurs traditionnelles qui peuvent être néfastes lorsqu'on applique cela au secteur éducation. Donc, d'une part, si on veut voir l'accès, au niveau de l'accès à l'école, on va constater pour les efforts qui sont faits par nos différents pays, notamment pour la Côte d'Ivoire, la parité est atteinte au niveau de l'accès à nos écoles, que ce soit depuis le primaire jusqu'au secondaire. Mais quand on va parler maintenant du maintien des filles, par exemple, à l'école, on va constater une disparité. Et là, elle est toute nette. Et les raisons, c'est aussi les normes sociales qui peuvent amener pour des questions de coût de l'école, qu'une famille puisse, par exemple, faire le choix de laisser la fille à la maison parce que justement, elle peut aider maman à la tâche. Et ça a été révélé par Antonia. Pour des raisons de mariage, on dira de toute façon, elle pourra se trouver un mari quelque part. Et même pour l'achèvement, il peut encore y avoir des disparités. Il y a encore des disparités à ce niveau-là.
si elle est acceptée à l'école, qu'elle n'est pas maintenue, il est évident qu'elle ne pourra pas achever, par exemple, un cycle, le premier cycle du secondaire, qui est des exigences au niveau de la loi sur la scolarisation en Côte d'Ivoire. Donc, pour dire que j'acquiesce la question que vous posez, effectivement, les normes sociales peuvent engendrer des inégalités et c'est une réalité malheureusement pour de nombreux pays, dont la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette partage. Et euh, j'ai vraiment pas beaucoup de choses à ajouter parce que vous avez tout dit et je pense que c'est juste important ce que vous avez souligné là et vous êtes en train de dire que les enseignants, les professeurs eux-mêmes, ils peuvent apporter ces préjugés, ils peuvent perpétuer certaines normes liées aux jeunes, normes sociales néfastes dans les écoles eux-mêmes. Et je pense que ça nous montre tous à quel point il est important quand on parle de les normes sociales et les normes liées aux genre. C'est à plusieurs niveaux. Et c'est pour ça que mon collègue Amadou, il vous a parlé de cette modèle socio-économique, socio-écologique, pardon, qui montre à plusieurs niveaux comment les normes se façonnent et comment ça fait une effet différente. On peut avoir certaines croyances personnelles et ça peut être en conflit avec les normes sociales. Donc, qu'est-ce qu'on devrait faire au niveau communautaire, au niveau institutionnel? Et vraiment, ça me semble comme c'est non seulement les enfants, les élèves à l'école qui ont besoin d'un programme sur l'égalité des genres, mais c'est aussi les professeurs et les enseignants qui ont besoin de cette modèle aussi, une module de formation sur ça, peut-être au niveau de l'université. Ça doit être peut-être une certaine certificat, ça devrait faire partie désormais de leur diplôme, quelque chose comme ça. Donc vraiment, à tout niveau, si on veut voir un vrai changement, il faut attaquer les causes profondes des inégalités à chaque niveau, individuel, communauté, les structures comme les religions, aussi au niveau institutionnel. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Antonia. Il y a beaucoup de mais. Je pense qu'on fera l'effort d'aller environ ajouter 8 minutes dessus, puisqu'on on avait perdu quelques minutes lors des questions de technologie. Donc, j'avais vu, si vous permettez, hein, j'avais vu Gladys qui avait levé sa main. Je voulais laisser la parole à Gladys. Je ne sais pas si la personne est toujours là. Gladys, si vous êtes là, vous prenez la parole rapidement. Alors bonjour, je suis là. Je suis Aïcha Gladys Traoré, présidente de l'association Pro Kids Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire bien sûr. Alors les disparités liées aux gens dans le secteur éducatif, comme le docteur en parlait tout à l'heure, c'est vraiment beaucoup de normes, mais c'est aussi, je pense qu'il y a beaucoup qui peut être fait aussi avec l'aide des tests. Par exemple, on a les tests sur le report de scolarité qui a été voté depuis 2019, si je ne me trompe pas, qui devait permettre à toutes les jeunes filles de retourner à l'école, même après une année, qui peine toujours à être effectif aussi parce que cet arrêté a inclus certaines règles qui sont pas très flexibles. Donc, moi, je pense que pour parier aussi aux inégalités, il est nécessaire que les tests qui sont pris pour surtout la scolarisation de la jeune fille, puisqu'on sait que dans le maintien, il y a déjà un problème, c'est que on puisse s'assurer que ces tests sont en réalité, sont en phase avec la réalité en fait sur terrain. Par exemple, on demande une attestation de grossesse aux jeunes mères de 14 ans. En fait, quand je tombe enceinte à 14 ans, je ne pense pas aller faire une déclaration, quoi, tout de suite, non, pas du tout. Je pense déjà à comment accepter cette nouvelle, comment avancer dans ma vie avec ça ou même comment avorter et tout et tout. Donc, je pense aussi que c'est un aspect qu'il faut prendre en compte. On a besoin des législateurs qui sont dans la réalité, qui sont sensibles aux questions du genre pour que les lois adoptées en faveur de l'éducation soient vraiment des lois applicables et qui profitent vraiment à la jeune fille. Pas, voilà, c'était ce que je voulais apporter. Merci Gladys. Donc, Antonia, je passe à la prochaine personne, Lambert Lozambé. Ah, OK. Avant qu'on on passe à la prochaine question, c'est ça, Amadou. Ok, merci beaucoup pour l'accord de la parole, surtout pour
cette belle séance qui nous permet de nous auto-renforcer en compétences. Je voulais partager l'expérience de la RDC dans une province, et ailleurs on parle de district du Kassai, où les normes sociales liées au genre engendrent vraiment des inégalités. Et là, je suis dans le service de la planification familiale où il y a des coins au niveau de ces districts ou provinces où les hommes interdisent, selon les normes sociales, selon la coutume, une femme ne peut pas prendre une contraception. Et quand vous prenez une contraception, vous êtes à la contre de la coutume et vous aurez maintenant des conséquences mystiques. Donc, cette norme sociale est vraiment une inégalité que nous avons observée avec l'avènement du projet PMNS, volet planification familiale. Et ça a marginalisé plusieurs femmes, ça a engendré plusieurs cas de malnutrition et plusieurs cas de violence. Mais avec l'avènement du projet et la mise en œuvre du volet genre, on a aussi à inverser à un certain niveau les tendances. Mais les mêmes normes sociales peuvent également devenir une opportunité si elles sont bien orientées. Toujours dans le cadre de même projet, avec l'approche cellule d'animation communautaire, nous nous sommes rendus compte que les normes sociales marginalisaient les femmes pour occuper les différentes directions d'une institution, que ce soit communautaire ou étatique. Et avec l'avènement du projet, on a su également booster, créer comment on appelle ça, les mots vont revenir. Et on a su imposer un pourcentage aux femmes qui doivent devenir impérativement le responsable des séries d'animation communautaire. Et avec cette imposition, aujourd'hui, nous avons dans les 32% des femmes qui occupent le, qui gèrent les séries d'animation communautaire dans les zones de santé que nous apportons notre appui. Voilà ce que je voulais apporter. Ah, les mots est là, discrimination positive. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Lambert. Antonio Madou, vous pouvez procéder à la prochaine question. OK, je peux poser cette question. Donc, comment pensez-vous qu'une analyse de disparité de genre pourrait améliorer la conception et la mise en œuvre d'un programme pour avoir un impact plus durable? Et vous pouvez parler de vos interventions ou juste en général, s'il y a une activité qui mène une analyse de disparité de genre, que peut être les avantages? Merci Antonia pour cette question. J'avais vu lors des présentations Issa Sandou je pense du Niger qui avait partagé quelque chose d'intéressant en parlant de leur projet. Donc je pense que s'il est toujours avec nous, on va lui accorder la parole afin qu'il puisse aussi partager son expérience pays. Issa Sandou. Issa Sadou, si vous êtes avec nous, vous pouvez parler maintenant. OK. Donc, je vais introduire d'autres personnes qui ont levé leur main. À Kaline VC. Vous avez la parole. Merci beaucoup pour la parole. Je suis Carlin VC Pinzi. Je suis de la République démocratique du Congo, donc président national du réseau des hommes engagés pour l'égalité de genre. Notre travail, c'est beaucoup plus l'implication des hommes et des garçons dans la promotion de la masculinité positive. Et la deuxième question, elle est vraiment cruciale. Et d'ailleurs, c'est une question très fondamentale lorsqu'on veut mener ou on veut, disons, réaliser des projets avec impact durable.
il faudrait d'abord avoir les opinions des communautés. Il faut d'abord savoir quelle est la perception des communautés par rapport à ce que vous voulez réaliser sur le terrain. Vous voulez répondre à un problème donné, mais il faudrait d'abord cerner ce que la population perçoit par rapport à votre domaine d'intervention. Donc, l'analyse des disparités est un élément crucial. Normalement, beaucoup de projets échouent parce que nous venons en imposition, c'est-à-dire nous organisons des actions arrêtées dans des bureaux climatisés sans que nous puissions réaliser, par exemple, des recherches formatives afin que nous ayons des opinions préalables, disons, des communautés. La dynamique du genre, elle est spécifique à chaque niveau d'intervention. Donc, cette analyse, même formative, devrait être permanente à telle enseigne qu'il y a beaucoup de normes sexo-spécifiques du genre qu'on arrive à découvrir même pendant l'exécution d'un certain nombre de programmes. Voilà pourquoi, s'il faudrait vraiment réussir des projets de grande envergure, dans n'importe quel domaine, il est vraiment recommandé que vous puissiez arriver à réaliser des études formatives, des analyses, des normes selon les perceptions de chaque communauté, afin que vous puissiez donner des réponses aussi en adéquation par rapport aux problèmes vécus des communautés. C'est vraiment très important, ce forum. Ça donne vraiment une réponse. J'ai beaucoup apprécié par rapport à toutes les interventions que vous avez réalisées. C'est vraiment une réalité. Moi, je pense que ça devrait être une formation continue à tous les gestionnaires de programmes, à tous les programmes qui existent, même les niveaux des organisations internationales, des niveaux locaux. On est appelé dans la boîte à outils de mettre en relief les processus, comment travailler avec les communautés, comment travailler au niveau de tous les secteurs en prenant en compte les analyses basées sur les normes des disparités du genre. Ça, c'est vraiment très important. Et nous, lorsque nous travaillons avec les hommes, beaucoup de gens croient que parmi les normes sexo-spécifiques du genre, les hommes sont beaucoup plus privilégiés. Pourquoi? Parce qu'il y a des aspects patriarcaux, donc c'est l'homme qui a le pouvoir. Et pourtant, notre expérience nous démontre aujourd'hui que les hommes ont aussi des vulnérabilités, c'est-à-dire les mêmes hommes qui sont des obstacles dans différents programmes, dans différents projets, ont aussi besoin d'une prise en charge. Et si vous n'arrivez pas à bien travailler, c'est-à-dire à bien écouter les hommes qui, par exemple, dans le secteur des vaccinations, qui des fois empêchent, dans le secteur de la planification familiale, qui des fois constituent des obstacles pour l'accès aux femmes, aux méthodes contraceptives, si vous n'arrivez pas à vraiment prêter attention à ce que les hommes ont à dire par rapport à leur perception, c'est comme ça que les projets arrivent à échouer. Voilà pourquoi notre travail dans l'accompagnement des garçons et des hommes, nous prenons en compte ce modèle-là écologique. Les modèles écologiques, à chaque niveau d'intervention, nous arrivons à développer des outils très adaptés où nous devons documenter des informations à chaque niveau individuel, communautaire, avec un lien relationnel, social et institutionnel. Questionner même, disons, l'environnement légal pour que nous puissions être à même de comprendre ce qui se passe dans la réalité. Et nous devons savoir que même les gestionnaires des programmes sont des produits de la socialisation dans nos communautés. Donc, les gestionnaires même des programmes devraient aussi, eux, être pris en compte dans des programmes. Pourquoi? Parce qu'ils sont le produit de la socialisation sur base des normes sexo-spécifiques du genre. Donc, même les gestionnaires de programmes sont concernés dans la prise en charge, dans la prise en compte des interventions.
tous les gestionnaires devraient aussi être pris en compte en ce qui concerne les normes. Pourquoi? Parce que nous sommes tous des produits des normes du genre. Donc, quelque part, on est aussi obligé d'être passible dans les actions des programmes. Merci. Ça, c'était juste la Beaucoup. contribution du Merci beaucoup. réseau REC de la RD. Merci beaucoup, Monsieur Kalin. Merci beaucoup pour votre partage. Je pense qu'il y a quelqu'un qui vous demande dans le chat. Merci beaucoup. Antonia, est-ce qu'on peut prendre une dernière question avant d'aller à la clôture de cette rencontre? Oui, ça, avec plaisir, une dernière. Oui. Je vois même deux mains. Ben, on va aller avec Rukia Sissoko qui avait levé la main en premier. Ok. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Ok, bonjour à tous, merci bien Jean-Jacques et toute l'équipe. Moi, je voudrais juste attirer l'attention sur la partie mise en œuvre parce que souvent ce qu'on pense, c'est après les études, on aime bien harmoniser, dire voici les tendances, etc. Mais souvent avec le genre, c'est vraiment souvent compliqué ou même très dynamique. Il y a beaucoup de variations, même au sein même d'un pays, d'une communauté à une autre. Donc, c'est souvent difficile de se dire qu'on va avoir cette harmonie autour de certains indicateurs. Et au niveau de la mise en œuvre, ce serait bien aussi qu'on puisse s'inspirer du continuum pour savoir où est-ce qu'on en est lorsqu'on a analysé. Et au départ, on sera peut-être nocif ou pas du tout. En tout cas, essayer d'avoir un continuum qui nous permet de juger notre progrès en termes de réduction des inégalités ou d'amélioration des normes sur telle ou telle valeur. C'est ça ma contribution. Merci beaucoup et félicitations. Merci. Donc, merci à Rukia. Très rapidement, il y avait vu Mansari qui avait levé sa main. Donc, on prend cette dernière question et puis voilà, on passe à la clôture de ce call. Merci. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, on vous entend. Allez-y. Ok, moi je suis M. Mansare Mansour, le chargé de communication en République de Guinée et dans la région de Mamou, précisément dans le district sanitaire de Pita. C'était pour vous partager juste une expérience que je viens d'écouler dans les 3 derniers mois. On avait un poste de santé dans le centre de santé urbain de Pita où le chef de poste n'arrivait pas à réaliser des activités de santé maternelle et infantile, c'est-à-dire les accouchements, la planification, la CPN. Au cours de cette analyse, quand je suis venu, on m'a nommé comme chargé de communication, j'ai mené des enquêtes, j'ai mené des études. Et j'ai trouvé que oui, il y a un problème qui surgit, c'est-à-dire ils ne voulaient pas un homme au poste de santé parce que les femmes vont venir là-bas pour les accouchements, pour la CPN, pour les planifications familiales. Donc, l'essentiel, c'était de rendre disponible un chef de poste qui était déjà féminine, qui pouvait résoudre les situations. Alors, je suis venu, j'ai fait mon petit rapport d'étude, j'ai son tour, m'a donné le feu vert, j'ai rencontré des autorités électorales, communales, c'est-à-dire la communauté elle-même. On a fait des premières assises, euh, Wow. ils ont livré ce qui ressentait Je par pense qu'on vous entend rapport à ce. difficilement. Après ça, Allô, on on a vous entend trouvé difficilement, Monsieur des Monceau. photos, après une femme, Allô, Monsieur et on a Monceau. mis là-bas comme ça. Depuis En tout cas, c'est très 2023, entrecoupé, les hein, actes l'intervention de façon Allô, normale Monsieur Monceau. et la CPN, c'est la connexion. Donc, je Oui, disais, c'est la connexion, c'est la connexion. En Guinée, il y a. on a pris note, désolé, mais on vous entendait un peu difficilement. Juste pour résumer, ce que vous êtes en train de dire, c'est que dans la communauté où vous êtes arrivé, il y avait un souci où les dames n'acceptaient pas qu'un homme soit leur médecin et à la suite de votre étude, il y a eu cette mutation d'une femme dans la Oui, communauté et qui a permis oui. en fait À- à la suite de à- cela, les femmes sont
plus ou moins aller pour consulter dans le centre de santé. Donc, on a vu, c'est ce que nous, on a pu comprendre. Donc, Ok, merci alors. d'accord, merci beaucoup. Donc, nous sommes à la fin de ce screenshot, de cet échange sur les normes sociales et de genre. Donc, je vais passer la parole à Amadou et Antonia pour leur mot de fin. Bon, je pense que je vais commencer moi et passer la parole après à Antonia. Je dirais tout simplement merci à tous ceux qui étaient connectés du début, surtout jusqu'à la fin. Et cette histoire de, disons, cette affaire de normes sociales et de disparité de genre, c'est une affaire de tous, nous qui intervenons, mais également dans nos communautés. Il y a quelqu'un qui vient de dire que même ceux qui sont chargés de l'implémentation des programmes sont des cibles pour cela. Je pense que c'est évident. Donc, nous devons tous, à chaque fois, essayer de nous rappeler de cela, même si nous portons le message auprès de nos communautés, sachant que nous ne sommes pas à l'abri aussi de ces considérations. Donc, merci à tous. Je vais passer la parole à Antonia pour faire une conclusion beaucoup plus ample. Bonjour tout le monde, bonjour final. Juste pour vous remercier d'être venu à ce webinaire. On espère comme une intervention, ils ont dit, ça devrait être une sorte de formation continue et je vous encourage vraiment fortement de bien regarder toutes les ressources supplémentaires que Jean-Jacques a partagées, le document, le PDF qu'il a partagé, qui a vraiment une quinzaine, une vingtaine de ressources dedans. On est disponible, moi et Amadou, nos adresses email sont sur l'écran. Et vraiment, cette question d'intégrer des gens, c'est une question pour tout le monde et c'est quelque chose qu'on devrait commencer à considérer même avant de définir le programme. C'est très important si on veut avoir les résultats durables et les changements durables dans nos sociétés pour nous amener à une future d'égalité et de bonne santé pour tous. Merci à vous, Jean-Jacques. Merci Antonia et Amadou pour cette riche formation sur les normes sociales et normes de genre. Au cours de cette section, nous avons appris comment rendre l'analyse de genre, comment rendre l'analyse des disparités de genre applicable. Et les échanges et les discussions ont aidé à une compréhension complète de l'analyse de genre et son application pratique. Nous espérons que les participants tiendront compte des enseignements d'aujourd'hui dans leur intervention CSC. Donc, vous recevrez un email dans les jours à venir pour l'enregistrement et les présentations PowerPoint. J'ai également partagé deux documents dans le chat où vous pouvez avoir accès à beaucoup d'autres ressources. Je vais repartager encore ce document-là dans le mail que je vais envoyer. Donc, tous ceux qui se sont inscrits pour rejoindre ce call vont recevoir le mail avec les documents, des ressources que Antonia m'a donné de vous partager. Donc, merci à tous et à toutes pour votre participation et à très bientôt pour une autre rencontre de partage d'expérience. Merci. Merci, Jean-Jacques. Merci tout le monde. Au revoir. Merci à tous.